Le spectateur zéro, on voulait le premier spectateur, mais c'est un titre qui a déjà été pris par Michel Cournot, qui avait écrit un livre sur le montage. Et le spectateur zéro, c'est peut-être encore mieux, parce que c'est vrai que c'est comme s'il était à l'origine de tout, voilà, antécédent même. Enfin, ça crée quelque chose d'assez bizarre. Évidemment, ça peut paraître un peu négatif, zéro, mais je crois pas. Zéro, c'est avant, hein, quoi. C'est assez bien. Donc oui, c'est l'idée que c'est quand même la première personne la première personne qui peut juger du film en tant que tel, c'est-à-dire des rushs, parce qu'un film, avant d'être un film, c'est du papier, c'est des écrits, c'est des décors, des acteurs avec qui on parle, etc. Mais la vraie matière, c'est la pellicule son et image, et là c'est là qu'on est vraiment le zéro, voilà, le véritable zéro. Alors, d'abord c'est un livre écrit à quatre mains, hein, c'est important parce que c'est moi le héros, mais je ne suis pas l'écrivain total. Il y a quatre mains qui ont écrit le livre, et c'est important parce que cette forme de conversation a permis des relances, et ça a permis que moi je retrouve des choses. J'ai une très bonne mémoire, donc je me rappelle de beaucoup de choses, mais ça a permis que les choses que j'osais pas dire ou que je n'arrivais pas à retrouver, les questions m'ont forcé à les retrouver, c'est ça. Donc ça a fait que c'est au carré, ça s'est mis au carré, au lieu que je raconte mes histoires tout seul, ça s'est mis au carré parce qu'il y avait du répondant et que c'était absolument capital. Ça a multiplié ça a multiplié les points de vue, et surtout les questions ont enrichi les choses dont je pouvais me rappeler, etc. Voilà, ça c'est important et puis c'est très réécrit, et c'est réécrit par tous les deux, parce qu'évidemment la relance était permanente, donc c'est important que ça ait, voilà, comme un morceau de piano à quatre mains, quoi. Oui, alors enfin, pour moi, l'intéressant n'est pas de parler de moi, mais de parler d'un trajet. Ça fait quand même un demi-siècle que je fais du montage, donc ça fait quand même un petit temps de vie et de travail, dont je pense qu'il était, dont nous pensions qu'il était intéressant de faire un historique, voilà, qui soit à la fois dirigé vers le travail, disons très principalement, mais également avec la vie, parce que dans tous les métiers, évidemment, la vie c'est 50% du travail, et ce qui se passe dans la vie modifie ce qui se passe dans le travail, et vice-versa. Voilà. Donc ça part du tout début, et même des premiers désirs de cinéma qui sont venus tôt, puisque c'est vers 11 ans que mon grand-père m'a offert une caméra et que j'ai commencé à faire des petits films, comme beaucoup de gens d'ailleurs, c'est pas du tout exceptionnel. Simplement, ce qui est drôle, c'est que ça a suivi, quoi. Ça s'est continué. À un moment, j'ai voulu faire du théâtre, et puis après, j'ai vu des films de Bergman, et là, ça m'a complètement sonné. Je me suis dit que le cinéma, c'était au-dessus de tout, et donc ça, voilà. Et puis, par chance, et par un peu, peut-être désir aussi, j'ai raté mes études vite, ce qui m'a permis de travailler jeune, et donc en faisant un stage de laboratoire d'abord, puis des stages sur des films, ce qui m'a permis donc d'être chef monteur assez jeune, vers 25 ans, ce qui est quand même assez... C'est plutôt 30 ans, disons, le temps que ça met, avec les assistants qu'il faut faire, et le temps qu'un réalisateur vous fasse confiance, etc. Voilà, donc c'est parti tôt, et puis à partir de ce moment-là, comme c'est Truffaut qui m'a la première fois pris comme chef monteur, ça fait une espèce de carte de visite qui a permis aux gens, ou qui aimaient Truffaut, ou qui d'ailleurs ne l'aimaient pas, c'est ça qui est assez drôle, de m'engager comme monteur, quelquefois par contraire, comme Makaveyev, qui est un cinéma totalement contraire à celui de Truffaut, et même comme Piala, qui est aussi un cinéma qui n'est pas du tout de la même eau que celui de Truffaut. Donc c'est assez amusant, comme ça porte des fruits, quelquefois, j'allais dire empoisonnés, c'est pas empoisonné, mais des fruits contradictoires. C'était vraiment important qu'on parle voilà, du mouvement qu'il y a, parce que évidemment les gens sont quelquefois remplacés, quelquefois à la fin d'un film, quelquefois pendant un film. C'est assez compliqué, c'est pas que les gens travaillent mal, c'est qu'il y a des gens qui, voilà, il y a des gens, d'ailleurs on voit, c'est un exemple assez net chez René, on voit bien que René, il prend des genres différents par sujet, etc. Et ben, même chez les autres metteurs en scène, sauf ceux qui veulent être fidèles très longtemps, il y a souvent cette envie de se dire, tiens, tel film, ça sera bien que ce soit lui qui le photographie et lui qui le montre, que ce soit telle personne qui joue dedans, etc. Puis il arrive même que ceux qui sont choisis pour jouer, ben, sous l'œil de la caméra, ça ne fonctionne pas, et donc il faut les changer. Donc il y a quand même une espèce de grosse valse de changement dans tout ça, et c'est tout
tout à fait intéressant comme ça participe de la construction d'un film, et que c'est le montage qui visse les derniers boulons, et tout ça, c'est intéressant de savoir ça à chaque étape, comment chaque personne remplacée, ou chaque personne justement qui persiste, est désignée pour être la bonne personne jusqu'au bout du film. Le monteur a ce site particulier, on s'est d'ailleurs beaucoup engueulé avec une copine scénariste, c'est qu'il est aussi scénariste, il est obligé d'être aussi scénariste. Non pas que les scénarios soient mal foutus, c'est pour ça que mon ami scénariste, Véronique Pie dans ses barrières, prenait un peu la mouche, mais en rigolant quand je lui disais que nous on était scénaristes aussi. C'est pas que ce soit un scénario mal fichu, mais c'est qu'un scénario de papier, c'est pas la même chose que des images et des sons, avec des acteurs qui jouent les choses, des mouvements de caméra, de la couleur, du son, des tas d'éléments qui sont plutôt trop nombreux au cinéma, très très nombreux, et donc qui modifient la sensation de l'histoire, je dirais, simplement racontée. Le cinéma, c'est une histoire racontée de façon très compliquée, puisqu'il y a trop de choses, puisque c'est trop nourri, et il faut essayer de garder une ligne directrice, il faut aller quelque part sans des frichetis qui tirent l'œil partout. Enfin, donc il y a une nécessité de réécriture. Je dirais dans la simplification, mais pas toujours, puisqu'il y a évidemment des films que j'ai montés qui sont dans un désir de complexité, comme Makaveyev par exemple, où le montage est toujours en répondant avec des choses, donc il n'est pas linéaire, il ne raconte pas une histoire de façon simple, contrairement à ce que je viens de dire. Donc toutes les formules peuvent être bonnes. Mais c'est essentiel, en tout cas quand on est monteur, d'avoir un point de vue sur la structure et de se poser des questions de l'ordre du scénario et de continuité, et évidemment des questions d'utilité de certaines scènes qui peuvent être coupées et améliorer le récit. Il est quelquefois bon qu'on puisse se poser des questions et qu'une scène, je dirais, qui répondait trop, a intérêt à passer à la poubelle, parce que ça vendait un peu la mèche pour la suite, et donc on améliore le scénario en le coupant, par exemple, dans un cas comme celui que je viens de raconter. Alors là, c'était voilà, couper. On se disait beaucoup avec Stévenin, à chaque fois qu'on faisait une coupe, c'est l'expression de Jean-François, c'était ça y est, on en a pêché un gros. Et ça, vraiment, au contraire, l'idée de faire une coupe qui améliore la narration du film, c'est au contraire, là, ça ajoute quelque chose. Ça ajoute quoi? Ça ajoute une question, ça enlève une étape, donc ça permet au spectateur de se demander ce qui s'est passé dans ce qui a été enlevé, donc de le faire participer plus au film. Et en tout cas, je dirais à l'intelligence du film, à son déroulement profond, pas uniquement à sa narration immédiate. Voilà, en ça, effectivement, couper, c'est aussi ajouter possiblement. Et puis couper, c'est aussi couper ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a de... Enfin, bien que on ne peut pas se résoudre à uniquement penser couper des choses mauvaises. Parce que quand le scénario est quand même construit, et une scène qui est mauvaise, elle avait peut-être certains intérêts, elle apportait des choses. Alors par exemple, s'il s'agit d'une information, on essaye de la recaser dans un autre moment du film, une phase de dialogue, ou une affirmation voilà, sur un des détails du film. Voilà. Les collaborations d'un monteur, c'est très varié. Il y a des metteurs en scène qui font totalement confiance dans leur monteur et qui vous laissent le bébé à former le premier montage, etc. Il y en a d'autres qui sont très tatillons, très précis. Pas forcément ceux qui ont le vrai sentiment du montage. Il y en a d'autres qui, carrément, comme Stévenin ou Grand Perret, montent eux-mêmes. Alors avec Stévenin, je montais le jour, il montait la nuit. Avec Grand Perret, on avait 2 tables de montage, on montait chacun des séquences différentes. Voilà. Je dois dire que le plus dangereux, c'est d'être très directif théoriquement. C'est-à-dire que quand même on est en face d'un matériau physique, ça remue, ça bouge, et ça ne veut pas absolument dire ce qu'on pensait que voulait dire le scénario. Et donc il faut s'adapter à cette modification. Tout veut dire quelque chose. Un mouvement de caméra qui part en retard au lieu d'en avance, ça raconte quelque chose de très différent sur le moment qu'on est en train de voir, que le spectateur est en train de voir. Et donc quelquefois le metteur en scène, idéalisant, enfin en tout cas rêvant son scénario, ne voit pas qu'une modification, que quelque chose modifie son désir premier. Voilà, c'est ça. Et nous, on est là pour être vigilants et pour essayer d'analyser et de lui dire que ça ne raconte pas exactement ce qu'il voudrait que ça raconte pour telle et telle raison. Et donc, à ce moment-là, il faut donc modifier le plan, couper une partie, et pouvoir déplacer la séquence. Il y a toujours plein de solutions. C'est comme l'écriture, hein, c'est la même gymnastique que l'écriture. C'est un jeu de cubes et de structures. Voilà.
Alors, les collaborations sont donc très différentes. Le, le monteur est là pour proposer des choses, en général, justement, qui n'étaient pas forcément pensées par le metteur en scène. Et donc, il bouscule un petit peu il bouscule un petit peu les choses. Il essaie de, quand il pense, même sans savoir analytiquement, pas très exactement pourquoi ça ne va pas, il essaye de faire bouger les choses, de changer les séquences de place, etc. Donc, en général, c'est lui qui propose ça, tout comme un opérateur propose sa lumière, tout comme un acteur propose sa vision de la scène en la jouant comme ceci ou comme cela. Et à partir de là, la proposition peut être acceptée ou plus souvent modifiée. C'est-à-dire qu'évidemment, le monteur n'est pas entièrement encore une fois, j'emploie ce mot qu'on emploie tout souvent dans le livre avec Julien, qui est le rêve du film, qui est vraiment important. Et donc le monteur ne peut pas être entièrement dans le rêve du film. Le réalisateur, lui, il a rêvé le film. Et donc il voit bien que cette proposition améliore quelque chose dans son film, mais détruit aussi quelque chose. Donc, et bien évidemment, il y met son grain de sel et il modifie quelque chose dans la façon dont on propose ce changement de place d'une séquence, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et c'est donc important que ce soit, oui, vérifier, mise à l'épreuve, voilà, c'est ça, mise à l'épreuve du rêve du réalisateur. Ce que ne peut pas... le monteur ne peut pas tout deviner. Il y a quand même des éléments qui sont en gros tout simplement pas les siens. L'empathie pour tous les éléments d'un film, je dirais, est nécessaire mais très dangereuse. Parce que elle gomme une partie de la critique possible. Et c'est tout à fait dangereux de souffrir avec le metteur en scène quand on coupe une scène, de souffrir en voyant un acteur mal joué, et comme on sait qu'il en souffrira, il vaut mieux couper les séquences qu'il a mal jouées. C'est d'ailleurs arrivé sur un film où je me suis fait engueuler par l'acteur parce que le réalisateur m'avait demandé de garder une scène dont je savais qu'il jouait mal, et effectivement à la première projection, l'acteur, c'était Jacques Villeray, m'a dit « Pourquoi tu as gardé ça ?» Voilà, donc on a quand même une possibilité, justement parce qu'on est un petit peu extérieur au film, de jugement un peu plus sévère, parce qu'on n'a pas d'empathie, on n'adore pas son cher acteur, on n'adore pas son cher scénario, on n'adore pas son cher opérateur, on regarde ce qu'il y a et on essaye de voir ce qui n'irait pas tout à fait. Évidemment, je dis pas que les réalisateurs ont les yeux bouchés, mais quand même, ils ont cette empathie, cet affect extrêmement fort pour leur bébé. Ils sont en train de fabriquer un bébé, donc c'est de l'amour, c'est de la tendresse, c'est aussi de la réflexion, bien sûr, mais quelquefois, le sentiment prend le pas sur la réflexion, et ça peut être dangereux. Et moi, je trouve qu'on est là pour tirer les sonnettes d'alarme, s'il y en a à tirer. Chaque film a son style auquel le monteur doit doit quand même doit devenir un petit peu caméléon de ça. Alors, mais maintenant, évidemment, chaque monteur a des goûts, des tics qui font que d'un film à l'autre, on peut reconnaître qui sont des figures de style ou des façons de monter. Moi, par exemple, probablement une certaine brusquerie qui vont à certains metteurs en scène, mais qui ne vont pas à d'autres. Piala était tout à fait content que j'aille un peu brusque, il m'a remercié d'avoir coupé guillemets, les portes du cinéma français. Par contre, Breillat, avec qui j'ai travaillé, dès que je coupais la moindre chose, me disait que je n'y comprenais rien. Donc c'est très variable. Il faut que ça s'applique aussi, non seulement au style du réalisateur, mais au style du film. Parce que quelquefois, les réalisateurs ne font pas des films qui sont copie l'un de l'autre. Quand même, il y a des modifications, donc des modifications de rythme, des modifications de style, hein, donc de façon de monter, comme de façon d'éclairer. Voilà, donc il faut... oui, ça se reconnaît, mais je dirais qu'un monteur, on peut reconnaître sa patte, surtout dans les films où les metteurs en scène ne sont pas très costauds, et où ils se laissent proposer beaucoup de choses, et donc à ce moment-là, c'est vrai que ça laisse transparaître voilà, une personnalité qui peut être... Il n'y a pas que les monteurs, hein, celle de l'acteur qui peut bouffer tout un film. On en connaît quelques-uns en France dont on a quand même l'impression que c'est eux qui ont à peu près tout décidé. Voilà, ou des opérateurs qui, effectivement, font une photo tellement belle que... Quelqu'un disait un jour, je me rappelle de la photo d'un film, il tire son épingle du jeu. Je pense que justement, c'est pas une bonne idée. Donc le style, c'est bien d'avoir un style et d'avoir voilà, quelque chose à raconter dans son métier, mais ça peut être très dangereux justement de tirer son épingle du jeu, parce que ça veut dire qu'on pense que le film n'est pas bon, et qu'on essaie de faire quelque chose de plus beau que le film. C'est assez flagrant chez les photographes, hein, chez les opérateurs. Ça se voit plus à une photo, parce que si une photo ne s'applique pas au style qu'elle devrait avoir pour le film, et s'applique à être uniquement très belle, je dirais, c'est très dangereux. Et en général, ça se sent. On sent un petit décalage entre
entre ce que raconte le film et la tête qu'il se donne. Alors le travail de montage sur un film, c'est très délicat. On voit le film tellement de fois, une cinquantaine de fois peut-être pendant un montage, qu'il y a un nombre de décisions à prendre énorme. Et puis certaines choses très importantes à faire font que des choses apparemment moins importantes, pendant le temps de montage, qui peut varier de 3 mois à 1 an, quelque chose comme ça, peuvent apparaître moins importantes. Et il est possible, évidemment, qu'en revoyant le film 10 ans, 20 ans, 30 ans après, on se dise « j'aurais jamais dû faire ça », on n'aurait jamais dû faire ça. En général, à moins qu'on l'ait dit nommément au réalisateur et qu'on lui a dit vraiment si tu n'enlèves pas cette scène, je ne signe pas le film, parce que je n'ai jamais fait, parce que c'est toujours bien de signer même ses erreurs, ou même les erreurs éventuellement d'un film, puisque c'est un travail d'équipe quand même, donc il faut absolument assumer ça. Je crois que quand on n'est pas, ça m'est arrivé 2 fois, 3 fois, quand on n'est vraiment pas content d'un film, on s'en va. Vraiment, quand vraiment... Donc, c'est pas tellement pour soi-même, c'est qu'on ne sert à rien, voilà, c'est ça, cette impression qu'on ne sert à rien, que cette personne-là ne sert à rien sur ce film-là, c'est pas la peine de rester. Voilà, donc j'ai l'impression quand même que les erreurs, enfin les erreurs qu'on a pu faire et qu'on repère longtemps après, bon, d'abord je pense qu'elles ne sont pas très graves, on a travaillé quand même beaucoup, on a vu le film énormément de fois, on a discuté voilà, des pour et des contre, quelquefois on a laissé une scène pas à la mort dans l'âme, mais en se disant qu'elle est vraiment utile et que si elle n'est pas dans le film, il y a des choses qui ne se comprendront pas. Voilà, et 30 ans après, on les voit toujours, donc on est un peu triste qu'elle soit là. Même des très bons films, moi j'ai revu une fois À nos amours, qui est vraiment un des plus beaux films que j'ai monté. C'était justement avec Julien à Philadelphie, devant ses étudiants. J'ai vu le film et j'avais envie de couper une scène, alors que le film c'est une pure merveille. Enfin, voilà. Mais c'est pour dire aussi qu'un monteur, il s'arrête difficilement. Et par exemple, quand je suis au cinéma, les films qui ne m'intéressent pas, je regarde la technique, je regarde le montage, je regarde la photo, ce qui est vraiment le signe qu'il vaut mieux partir, là, encore une fois. Le métier de monteur, c'est un métier d'accoucheur. Je peux dire, j'ai l'impression que ce qui est à peu près... Bon, c'est très prétentieux de dire ça, évidemment, hein, parce que bon, toute la fabrication est antérieure, là, c'est vraiment la dernière main, quand même. Mais justement, ces dernières décisions sont capitales. Donc c'est là où on peut dire que quand même ça fait accoucher le film de quelque chose, de son désir profond, de son rêve, de ce que le metteur en scène avait souhaitait sans peut-être savoir exactement où ça allait. Parce que apparemment un scénario c'est très défini, mais l'âme d'un film, enfin voilà, c'est ça, l'esprit, ce qu'il y a derrière, ce qui court derrière un film, c'est assez compliqué, et on le voit bien d'ailleurs parce que souvent c'est un métier où non seulement on est accoucheur mais aussi psychanalyste, et qu'on est un petit peu quelquefois obligé de faire avouer, c'est pas toujours facile, c'est même très très difficile. Il y a des réalisateurs qui veulent pas du tout justement dire pourquoi, comment ils ont fait le film, et pourquoi justement ça les touche tant, parce qu'ils veulent garder, ils essayent de garder, ils ont raison, une espèce de distance. Comme c'est très difficile quand on fabrique son bébé de garder de la distance, certains se protègent en n'expliquant pas tout, voilà. D'autres, en général, malheureusement, ceux qui expliquent trop de choses, ça n'est pas très bon signe. Ça n'est pas très bon signe parce que ça se passe souvent, quelquefois au scénario. On donne un scénario à lire et quand on rencontre le metteur en scène, il vous raconte le scénario. Alors on se dit que au lieu de raconter le scénario comme si on ne l'avait pas compris, il rêve pas autour du film, il ne parle pas de la couleur que ça va avoir, du mouvement qu'il aimerait y sentir. J'allais dire plutôt en termes le plus abstrait, parce qu'un scénario c'est assez précis. Donc de rajouter à ça un peu de halo autour, quelque chose qui fasse que ça décolle, au lieu que ça reste littéral. D'une certaine façon, tout est difficile à monter, et il faut se mettre dans la peau, j'allais dire, d'une séquence qu'on monte, qu'elle soit très dialoguée, qu'elle soit muette, et ça la fait envisager très différemment. En extérieur et en intérieur aussi, ça dépend surtout de ce qu'on a dans les rushs, évidemment, parce que les rushs, le nombre de plans faits, la façon dont ils sont filmés, leurs axes, leurs mouvements, etc., donne déjà un certain nombre de clés au monteur, et on lui donne déjà un travail élaboré, dont on peut supposer que la facture doit être telle et telle. Donc d'instinct, en analysant, ou en regardant, ou en ressentant les rushs, on va vers quelque chose dont on sait qu'on se l'était approprié, donc c'est peut-être une lecture erronée
par rapport à la vision que souhaitait le réalisateur, mais je pense qu'il faut se faire confiance là-dessus et donner sa version au réalisateur. Même si ça ne lui va pas du tout, ça peut lui donner des idées qui amélioreront sa façon de voir la scène. Et ça, c'est vraiment, cette confrontation est vraiment très intéressante, et c'est pour ça que le montage, comme toutes les disciplines du cinéma et tous les arts d'équipe, bien sûr, c'est quand même la confrontation, c'est que c'est l'opposition. Il faut avoir un opposant valable, enfin un opposant qui ait quelque chose à dire. Et c'est pour ça, encore une fois, que je crois qu'il faut être très critique. Là, je disais tout à l'heure, accoucheur psychanalyste, mais aussi critique féroce, je pense. Je pense que c'est important, même si ça crée des situations humaines un petit peu difficiles, des engueulades, etc. C'est porteur, c'est très important d'être sévèrement critique. Tu as des souvenirs d'engueulades fortes avec des... Bon, avec Piala, il s'en allait quelquefois. Oui. Puis surtout avec les gens, hein, les films que j'ai quittés, là. Oui. C'est pas tellement des engueulades, le problème c'est pas tellement les engueulades, parce que les engueulades c'est positif, hein, c'est comme ça aboutit à quelque chose, hein, parce que on s'engueule trop, ça monte un peu trop, puis le lendemain on se dit bon, reprenons les choses à zéro, etc. Non, ce qui est très embêtant, c'est quand ça crée un mur, c'est-à-dire quand effectivement on est tellement loin l'un de l'autre que la collaboration s'avère quand même très 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 difficile et ne portant pas de fruits. Alors là c'est très important. Les engueulades c'est bien, c'est roboratif, ça fait partie du travail, c'est bien. Il y en a sur le tournage, elles sont pire qu'au montage. Au montage c'est frontal, on est deux personnes, donc on peut s'engueuler, j'allais dire nettement, c'est pas très grave, c'est sûrement désagréable sur le moment, mais ce n'est pas très grave. Sur un tournage, c'est terrible parce qu'il y a une galerie, il y a 45 personnes qui voient quelqu'un se faire engueuler, il y a l'humiliation, il y a tout ça, quelque chose de très désagréable qui peut se mettre en route, ça c'est vraiment dur. Mais au montage, encore une fois, c'est un petit ring de boxe, c'est assez agréable, quoi. On a un sparring partner, voilà. C'est une bonne façon de décrire ce qui peut se passer dans une salle de montage. On joue à se battre. Le passage au numérique, comme tous les monteurs de ma génération qui ont aimé toucher la pellicule, etc., ça a été pendant quelques années, en général, je crois, Martin Giordano, les gens avec qui j'ai parlé beaucoup là, de ma génération, c'est à peu près 50 douleurs quand même, hein, c'est vraiment très très pénible. Au début, on fait monter par son assistant ou son assistante, parce que on a appuyé sur des touches au lieu de toucher de la pellicule et de la regarder, de la mesurer dans l'air comme ça, de voir que ça fait 2 secondes et demie, tout ça c'est très agréable, c'est très réel. Et puis tout d'un coup, l'abstraction A, B, C, F, K, J, tout ça devient complètement étrange. Et puis après on s'y fait, hein, on met un temps, mais on s'y fait, et puis on se met à jouer avec les touches d'un clavier comme on jouait avec les mètres de pellicule, le scotch, et puis les presses pour coller, etc. Ce que ça change par contre pour les réalisateurs, c'est qu'effectivement la pellicule coûtant moins cher, les prises risquent d'être de plus en plus longues, et cet impératif de donner du rythme sur le plateau de tournage au moment où on tourne, chez un certain nombre de gens recule. Donc il faut refaire et refaire et refaire, ou il laisse courir le temps qui prend une importance élastique, comme ça peut être très dangereux, parce qu'on ne peut pas créer un rythme avec quelque chose de mou. Si on colle vite du mou contre du mou, ça fait toujours du mou. Donc cette non-maîtrise du tempo, hein, ce manque de souci de la musicalité, ça peut être très dangereux. Donc, comme le cinéma est un métier d'équipe, il faut en profiter, et à moins d'être Frédéric Wiseman, qui fait ses films, qui monte ses films tout seul, comme il écrirait un livre, il voit ses rushs des milliers de fois, et puis il trouve la bonne écriture du film. Voilà. Alors, il y a quelques exceptions comme ça, lui, mais à moins d'être lui, le cinéma fonctionne en contradiction, enfin en discussion avec d'autres gens, donc je crois qu'il faut en profiter. Peut-être aussi pour une question de temps, hein, parce que par exemple, je vois Cassavetes qui montait ses films tout seul dans son garage, là, enfin avec son opérateur qui était aussi son producteur, ça mettait 2 ans. Quoi. C'est-à-dire si on décide de prendre beaucoup de temps, c'est très bien, mais comme le cinéma est aussi une industrie, et donc les agios courts, etc., on ne vous autorise jamais à monter un film pendant 2 ans, sauf si on produit tout seul avec ses sous, comme Cassavetes, en allant
jouer dans des films en rapportant l'argent pour continuer à faire son film. Donc on a 3 mois, 6 mois de montage, donc il faut s'arrêter un jour. Donc il faut absolument que se mette en place une discussion, une dialectique à 2 personnes qui fait que le travail va plus vite et plus profondément en général. Voilà. Quand j'y pense comme ça, le trajet, enfin mon trajet, puis je pense celui des autres aussi, forcément est tellement lié avec ce qui se passe dans la vie que, effectivement, la vie est un roman, comme disait notre ami René, et la vie de cinéma encore plus d'une certaine façon, puisque ça rebondit sur les films. C'est-à-dire, moi, le nombre de fois où on se met comme monteur, puisqu'on est là tout seul, enfin pendant un certain temps tout seul à regarder des films, à quel point on l'absorbe, on tombe amoureux des actrices, on vit la vie du personnage principal, et c'est incroyable à quel point ça peut rebondir dans la vie, tout ça évidemment. Et que c'est pour ça que chaque expérience amène j'allais dire presque des décisions différentes dans la vie, qui modifient votre vie. Cette vie modifiée modifie vos choix de travail et fait que des gens qui ne vous auraient jamais appelé vous appellent au fil des rencontres ou au fil des hasards, etc. Et donc tout ça, effectivement, on se plaît à le construire, mais je pense que ça se construit un petit peu tout seul, le fait que ça s'imbrique de façon assez logique. Voilà, c'est ça. C'est assez logique, même si un jour on monte avec des gens, on travaille avec des gens avec qui on n'aurait jamais pensé travailler, eh bien, voilà, c'est parce que les films qu'on a montés avant et la vie qu'on a vécue avant vous modifient, et ce qui fait qu'un jour les gens qui ne pouvaient pas vous supporter ou qui me disent d'ailleurs quand ils commencent à travailler avec moi, je pensais que tu étais vraiment insupportable, mais tu es pire que ce que je pensais, des choses comme ça. Voilà, tout ça, c'est la vie qui fleurit avec le travail. Oui, l'autre problème que pose un lieu comme ça, c'est des problèmes de pouvoir. Alors, évidemment, ce qu'un monteur attend, c'est que, puisque je suis monteur, je me mets en premier indice. Donc je dis ce qu'un monteur attend, c'est que le metteur en scène soit à la hauteur, mais qu'il soit à sa hauteur. Et que, effectivement, nous, quand on secoue sa pyramide, il soit assez résistant pour monter plus haut. Hein, c'est-à-dire... Et ne pas revenir. Voilà, il m'est arrivé une fois un metteur en scène qui a tout remis tel que le scénario était, parce que ça lui paraissait trop compliqué d'envisager une restructuration. Plus que les problèmes de pouvoir au metteur en scène ne sont pas seulement entre 2 personnes, c'est-à-dire entre le réalisateur et le monteur, mais il y a aussi un intermédiaire capital qui est le producteur, oui, qui a lui aussi son avis sur le film, et qui lui aussi essaye de pousser ses dés, de dire que telle scène n'est pas supportable, que tout ça. Donc tout ça, quand même, c'est assez complexe. Alors bien évidemment, dans les films, la décision finale revient au réalisateur, et on est en France, c'est lui qui a le final cut, et il n'y a pas de problème. Mais quand même, il y a des disons, de fortes poussées d'idées du monteur ou de la production pour influencer le réalisateur. Et comme, encore une fois, je l'ai dit, je crois que c'est lui qui détient le secret du film d'une certaine façon. Et qu'on voit qu'il ne suffit pas de couper les mauvaises scènes et puis c'est tout, qu'il ne suffit pas de... C'est surtout ça le point. Quand je parle de ça, je pense surtout à Cédric Kahn, et c'est vraiment lui qui m'a fait comprendre à quel point on ne peut pas seulement couper ce qui est mauvais. C'est pas comme ça exactement que ça se passe. Voilà. Et donc, parce que c'est la réaction d'un spectateur, j'allais dire normal, qu'il soit zéro ou qu'il soit le producteur, effectivement, c'est de se dire, enfin, les gens ne sont pas idiots, ils se disent ça, ils savent très bien que c'est pas comme ça. Il n'y a qu'à couper ce qui est mauvais, ça ne suffit tellement pas que à chaque fois qu'on coupe quelque chose, il faut, entre guillemets, le remplacer. Peut-être le remplacer par rien, comme ça nous arrivait avec Stevenin, en se disant, effectivement, la grosse ellipse pose un point d'interrogation tellement intéressant que le film rebondit de lui-même. Voilà. Mais ça dépend de ce que raconte le film, quel est son style de narration, etc. Ça ne peut pas marcher partout. Voilà. Et donc là, effectivement, se met en jeu, malheureusement, quelquefois des tensions qui ont un peu pour but de prendre le pouvoir, de prendre un certain pouvoir sur certaines décisions qui, je le sais pour avoir fait un film de fiction, sont très compliquées quant à justement ce non-dit qu'on a du film, ce trajet intérieur qu'il y a du film, et que quelquefois on ne peut pas expliquer pourquoi une chose moins bonne pourrait rester, voire
beaucoup trop longues, par exemple. Parce que ça, c'est une discussion qui revient très très souvent avec les producteurs. C'est trop long, etc. Et, voilà. Et ça, c'est des choses compliquées, parce qu'en général, la longueur sert à quelque chose. Elle sert à fabriquer une attente, elle sert... Et quelquefois, c'est des choses qu'on ne peut pas bien expliquer. Et en face de vous, de réalisateurs, les gens ont beau jeu de dire qu'est-ce que tu veux, on s'ennuie, etc. Donc ça complique beaucoup les choses. Déjà un duo, c'est compliqué, un monteur-réalisateur, et en trio, c'est quelquefois encore plus compliqué. Voilà. Le capital dans tout ça, et j'espère effectivement que ça passe un peu, c'est quand même que moi je suis tellement heureux d'être tombé sur ce métier, que c'est pour ça que je rigole tout le temps quand j'en parle, et j'ai sûrement l'air un peu prétentieux, parce que je suis sûrement un peu, ou pas mal, mais l'essentiel de tout ça, c'est quand même d'avoir trouvé un métier dans lequel on peut rire, pleurer, s'amuser, construire, déconstruire. C'est quand même un métier en or, hein. C'est quand même, dans la vie physique, c'est comme un métier de charpentier, j'imagine, hein. C'est-à-dire on est vraiment... voilà, on a des beaux bois partout, on se demande où les mettre, les plus solides en poutre, en piliers, je veux dire, des plus légers mais très solides quand même en poutre, etc. Voilà, cette forme de travail, c'est quand même extraordinaire. La fabrication, la construction, c'est extraordinaire. Donc ça c'est vraiment... J'espère que... Je donnais l'autre jour à des gens qui ne sont pas du tout dans le cinéma, qui me demandaient, mais c'est pas trop compliqué, etc. On leur dédicace ça, je disais, ben, c'est compliqué, puis c'est pas compliqué. Moi j'ai lu, justement, je parlais de la charpente, j'ai lu un livre sur la charpente, il n'y a pas longtemps, là, cette année, de Lockman, un type qui s'appelle Lockman, et j'y connais rien à la charpente, je ne sais pas ce que c'est qu'une solive, je ne sais pas ce que c'est qu'un tenon, mais le livre m'a absolument passionné. Et à ce titre, j'espère que ça peut être intéressant. De toute façon, moi je trouve que tous les livres sur les métiers, c'est très intéressant, et j'ai fait un ou deux films documentaires, dont un sur au boulanger, et je trouve que filmer le travail, c'est extraordinaire, ou raconter le travail, c'est extraordinaire. Et peut-être plus encore un travail qu'on ne connaît pas, parce qu'on entre dans un monde justement inconnu, et on se dit, ah, c'est incroyable, alors ça existe à l'intérieur de ce truc qui s'appelle le cinéma, là, ben ça existe de s'engueuler, de raccourcir, de rallonger, de se poser des questions aussi. On ne va pas complètement virer un rôle d'un film. C'est ces trucs auxquels les gens qui voient des films au cinéma ne pensent pas forcément. Et même probablement pas du tout, puisque le film est là, il est comme fait, c'est un tout. On ne peut pas imaginer que, sauf à connaître évidemment les métiers, on ne peut pas imaginer que tout ça, ça a demandé des discussions millimètre par millimètre. Voilà. L'histoire des coupes, alors quand même c'est pas pour rien qu'on coupe dans les films, parce que j'avais essayé voilà, sur les films je les gardais, etc. J'essayais de voir si tout ça pouvait former un tout. Je crois que c'est complètement de la folie. Je me rappelle quand j'étais à l'adolescence, je me suis dit je vais écrire un chef-d'œuvre, je vais prendre une phrase de Sandras, une phrase de Proust, après je vais mettre une phrase de machin et ça va être formidable puisque forcément chaque phrase est extraordinaire. C'est un peu pareil le cinéma. Si on prend toutes les coupes, les choses qu'on a enlevées, etc. Bon, c'est peut-être bien d'ailleurs, il y a beaucoup de coupes bonnes qui sont des bonnes séquences qu'on coupe. Et surtout avec Piala par exemple, ne rechignait pas du tout à couper une bonne séquence si elle ne trouvait pas sa place dans le film. Donc voilà, tout ça, ça peut être très bien fait, mais ce qu'on a enlevé, c'est pas pour rien, ça ne peut pas former un tout. Et alors, en plus, si on met la poubelle entière bout à bout, je vois pas comment ça peut fonctionner. Un des gros dangers du montage, puisque c'est la dernière étape, c'est la peur. Parce qu'effectivement, c'est la dernière main, c'est là où on met la dernière main à l'œuvre, et c'est là où il ne faut pas faire de bêtises, parce que c'est fini après. Après, c'est fini, enfin, on peut toujours faire comme les Américains, reprendre le film au producteur et faire des director's cut ou des choses comme ça. En France, on a le final cut, donc le metteur en scène a une sacrée responsabilité. Il ne faut pas qu'il fasse de bêtises dans cette dernière étape. Donc, c'est la peur, surtout qui est le risque. Peur de trop couper, peur de pas assez couper. Et là, c'est assez différent, évidemment. Piala, il avait plutôt pas peur de trop couper. Et je me rappelle Cédric Kahn, après un film, il a dit, ah là, j'aurais préféré garder cette scène plutôt que la couper, c'est trop dommage, c'est un risque plus grand d'une certaine façon. On voit bien qu'il y a des familles différentes là-dessus. Toujours agréable de trouver une idée qui va au film. Alors les trouvailles c'est bien, on peut faire des choses amusantes, ou ça devient choquant, etc. C'est bien. Mais quand on trouve quelque chose et que ça habille bien le film, là c'est vraiment bien. Alors, je sais qu'il y a un film qui était fait en flashback, que j'ai mis tout au présent, parce que le système de flashback ne
ne fonctionnait pas. Bon, j'en ai persuadé la réalisatrice et c'est mieux qu'il soit comme ça. J'en parle pas dans le livre parce que c'est un petit film, disons, et puis que, je sais pas, sur la centaine de films que j'ai montés, on doit parler d'une cinquantaine de films, soixantaine, je sais pas exactement. On n'a pas pu parler de tout. Voilà, il y a ça. Et puis, je sais, dans le film de Claire Denis, il y a une chose dont je suis très content parce qu'on a déplacé une séquence qui était une séquence de présentation et qu'on a mis beaucoup plus tard dans le film, aux 3/4 du film, quand vraiment la sauce était déjà prise et que vraiment Bonnie, le héros, etc., était vraiment dans la panade. Et donc cette séquence qui était apparemment de la présentation s'est transformée et est devenue une scène dramatique. Sans la changer, elle est montée telle qu'elle était, racontant la même chose, mais placée à un endroit différent. En regard de ce qu'on avait vu avant dans le film, elle prenait elle décuplait d'émotions. Voilà, c'était vraiment extraordinaire. Alors des choses comme ça, on est content de les avoir trouvées. C'est très agréable. Mais c'est compliqué. Je me souviens que pour ça, Claire Denis, dont c'était le film, La Nénette et Bonnie, a vraiment réfléchi 2-3 nuits avant de me dire bon on va laisser ça comme ça. Je voyais bien qu'il y avait encore le doute, que ça pose quand même voilà, ça pose du doute. Elle n'avait pas peur, c'est pas quelqu'un qui a peur, Claire, hein, elle est assez aventurière dans son cinéma et au montage aussi, donc. Mais on se dit, voilà, c'est quand même une décision capitale, quoi, très, très importante. Et c'est vrai que la vision à la projection suivante et à la projection d'encore après, ça s'est vraiment confirmé que c'était bien, que c'était le film. Voilà, quand on trouve des choses avec lesquelles on peut se dire oui, ça c'est le film, c'est pas une bonne idée, et puis c'est tout, comme dans l'abstrait, c'est quelque chose qui s'applique. Quand ça s'applique, c'est bien. Réalisatrice, c'est compliqué, oui. D'abord, moi, parce que je suis un peu coq, comme ça, je suis un peu. J'aime pas du tout le macho, je trouve que coq c'est plus rigolo. Donc voilà, je suis un peu coq, j'aime bien plaire aux femmes et aux hommes aussi d'ailleurs. Enfin voilà, je suis un peu coq. C'est marrant ce mot qui me revient, c'est ma prof de français, latin, grec qui me traitait de coq. Bon, enfin bref. Et donc c'est un petit peu compliqué parce qu'effectivement il y a la séduction de personne à personne, et puis il y a des séductions d'homme à femme qui est toujours un peu en jeu, ou à contrario d'ailleurs, ça m'est arrivé de monter des films de femmes que je ne peux pas supporter, donc ça peut être, ça marche dans les deux sens, etc. Et ça complique un petit peu les choses, évidemment, tout simplement. D'ailleurs, c'est fou parce que Julien, à un moment, dans le livre, il me pose une question, il me dit que vous avez une vision un peu genrée. Ben oui, j'ai une vision un peu genrée, je vois pas comment on peut ne pas avoir une vision genrée de l'humanité, ça me paraît quand même très difficile. Tout ça à cause d'Edith Butler, c'est quand même complètement insensé de se dire que voilà, donc c'est différent les rapports avec les hommes, d'un monteur avec une réalisatrice et d'un monteur avec un réalisateur, bien évidemment. Tout comme c'est pas tout à fait pareil de monter avec un réalisateur homosexuel ou une réalisatrice homosexuelle, tout ça, ça donne des directions de. Voilà. Enfin, bref, pour en revenir à la base et au coq, effectivement, comme j'aime bien les femmes, ça c'est toujours un peu plus compliqué. Parce que probablement je ne fais pas beaucoup la part entre la séduction. Non pas que j'ai essayé de séduire toutes les réalisatrices avec qui j'ai travaillé, c'est pas du tout ça, mais c'est moral, ça reste une séduction morale un peu plus importante que celle qui existe avec les hommes, bien évidemment, puisque c'est une femme et qu'on peut en rêver, etc. Voilà, donc ça complique un peu la donne, oui, très nettement. Mais c'est amusant, moi je trouve ça, je trouve c'est enrichissant, mais enfin, c'est forcément un peu drôle, mais ça peut donner lieu à des sentiments désagréables, comme avec Breillat ou avec des gens comme ça. Je crois qu'il y a autant d'hommes monteurs que de femmes monteuses aujourd'hui, où ça doit être à peu près là, il doit y avoir la parité, enfin un métier normal. Oui, il y a beaucoup de femmes monteuses. Ouais. Et puis justement, il y a des. Là aussi, c'est la preuve qu'il faut absolument avoir une vision genrée des choses. Puisque, par exemple, il y a des séquences dans les Pialas que je ne savais pas monter, c'est des femmes qui sont venues les remonter. Sophie Coussin est revenue sur À nos amours, Hélène Viard est revenue sur Police. Voilà. Donc, il y a aussi Et c'est vrai que là, on est dans un cas très particulier. Pialas, c'est non seulement des séquences montées par des femmes ou par des hommes, mais par des gens différents. Sur les films de Pialas, je crois que c'est sur À nos amours, il y a jusqu'à 5-6 personnes qui ont monté des séquences. Donc il a ce don, lui, extraordinaire d'intégrer dans son monde cinématographique des talents très différents.
et me jeter à la gueule les séquences que j'avais montées en les faisant monter par quelqu'un d'autre, parce que ça n'allait pas pour lui, ça n'allait pas dans son univers qui, il faut bien le dire, est un univers extrêmement varié. Van Gogh, c'est un film d'une liberté hallucinante. Il y a des séquences très 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 longues, il y a des séquences très courtes, des séquences qui vont très vite, d'autres qui s'épandent complètement, d'autres rigolardes, pas du tout sérieuses, d'autres très profondes. C'est vraiment un cinéaste que j'adore pour ça, c'est qu'il ne se plie pas à une pseudo-homogénéité de l'œuvre. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas une espèce d'homogénéité sacrée qui doit tout mettre sous sa coupe, sous sa loi. C'est varié. Et à ce titre, je crois que c'est un metteur en scène avec qui j'ai travaillé qui est le plus ensoleillé pour moi. Alors, le gros avantage d'avoir travaillé avec Piala et d'avoir eu justement ces concours, c'est pas des concours, mais ces concours de montage, enfin ces styles différents de montage, fait que, au lieu de faire qu'on s'accroche à son ego, justement, on arrive à avoir une distance pour regarder les choses très, très calmement. Parce que lui, il est tellement serein dans son, j'allais dire jugement, mais c'est même pas un jugement, dans son plaisir, dans le plaisir qu'il a à voir les montages différents, que rien qu'à le voir, regardez avec plaisir, le montage qui lui plaît, c'est gagné. Il n'y a pas à se dire mon montage était mieux, j'avais plus pensé le truc, etc. Donc moi, il m'a vraiment appris, ça, la distance, quoi, de ne pas que ces concours n'en soient pas, que ça soit... Parce que c'est quand même un travail en commun, encore une fois, c'est un travail en commun. C'est vrai qu'il est plus inhabituel que ce travail en commun soit multiplié à chaque stade. Mais avec Piala, c'est comme ça, il y a 3 opérateurs, il y a 2 acteurs qui jouent, qui sont pour le même rôle, il y en a un qui est viré, les monteurs, il y en a un vaguement principal, mais il y en a 3 ou 4 ou 5 en fait. Voilà. Tout ça, ça fait quand même avancer les choses d'une façon beaucoup plus beaucoup plus haute qualité. Voilà. Et ça, c'est convaincant. Le dernier que je vais monter, j'espère, je le lis dans le livre, c'est celui de Berco, là, et que je ne monte pas, c'est-à-dire que je commonte avec son monteur habituel. Emmanuel Berco est une réalisatrice que j'aime beaucoup, donc je suis ravi de travailler avec eux. Et puis peut-être que je monterai un Cédric Kahn, parce qu'on est amis depuis tellement longtemps. Voilà. Mais là, depuis un an, j'ai refusé beaucoup de films. C'est pas que j'ai plus envie de monter, c'est que je décide que voilà, c'est clos. Ou presque.